Monsieur, l'ordinateur portable de votre femme est réparé, mais j'ai besoin de vous parler en privé, m'a dit Jake, le technicien du magasin d'électronique, en regardant nerveusement autour de lui avant de murmurer « Quittez votre domicile immédiatement, monsieur. Annulez vos cartes bancaires, changez vos mots de passe et quittez votre domicile dès aujourd'hui. » Je me trouvais chez Computer Fix, un petit magasin du centre-ville de Portland, dans l'Oregon, où j'étais venu récupérer l'ordinateur portable de ma femme Rebecca, qui était tombé en panne la semaine dernière. L'écran s'était fissuré après qu'elle l'ait fait tomber sur le sol de la cuisine, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit. J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parlez-vous, Jake? Y a-t-il un problème avec l'appareil ?» Jake, un jeune homme mince d'environ 25 ans avec des tatouages sur les bras, a regardé autour de lui une fois de plus avant d'ouvrir l'ordinateur portable devant moi. « Ce n'est pas l'appareil, monsieur. Lorsque j'ai testé le système après la réparation, une notification est apparue sur WhatsApp. J'ai accidentellement vu les messages et... » Sa voix s'est brisée un instant. « Monsieur, votre femme et votre fils prévoient de vous tuer. » Le monde autour de moi s'est arrêté. Le bruit de la circulation dehors, le bourdonnement des ordinateurs en réparation, tout s'est eu tandis que les mots de Jake résonnaient dans ma tête. Je m'appelle Andrew, j'ai 62 ans et, il y a encore 5 minutes, je pensais mener une vie parfaitement normale. Je suis comptable à la retraite et je vis dans une maison confortable dans la banlieue de Portland avec ma femme Rebecca, âgée de 58 ans. Nous avons un fils, Michael, âgé de 32 ans, marié depuis 4 ans à une femme prénommée Jennifer. Rebecca a toujours été une épouse dévouée. Je l'ai rencontrée il y a 15 ans dans un groupe de randonnée. Elle venait de divorcer et j'étais veuf depuis 3 ans. Nous nous sommes mariés après 2 ans de relation, lors d'une petite cérémonie intime. Michael est mon fils issu d'un premier mariage. Lorsque Rebecca est entrée dans nos vies, il avait 17 ans et traversait une phase de rébellion typique de l'adolescence. Rebecca s'est montrée patiente et affectueuse, et a peu à peu conquis une place spéciale dans son cœur. Du moins, c'est ce que je pensais. « Montre-moi », ai-je dit d'une voix rauque, essayant encore de comprendre ce qui se passait. Jake a navigué jusqu'à une conversation WhatsApp entre Rebecca et Michael. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai vu le premier message. Andrew commence à poser beaucoup de questions sur les finances. Je pense qu'il se doute des retraits. La réponse de Michael suivait juste en dessous. Il est peut-être temps d'accélérer le plan, maman. Son assurance vie vaut 800 000 $. Avec la vente de la maison, nous aurons plus d'1,5 million pour commencer notre nouvelle vie en Californie. Je me suis appuyé contre le comptoir, sentant mes jambes fléchir. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Jake. Désolé, monsieur, a-t-il dit, visiblement mal à l'aise. J'ai essayé de l'ignorer, mais quand j'ai vu les médicaments et les dosages, je n'ai pas pu me taire. J'ai continué à lire, chaque ligne me transperçant le cœur. Il discutait des méthodes, parlait de la façon de faire passer cela pour une crise cardiaque naturelle. Michael mentionnait qu'il avait déjà consulté un médecin au sujet de mes antécédents cardiaques, des problèmes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Rebecca, va-t-il se méfier si j'insiste pour qu'il prenne les nouveaux médicaments pour la tension ? Demandait Michael dans un message datant de 3 jours. Non, si nous lui disons que c'est le docteur Martinez qui les a recommandés. Il fait confiance au médecin, répondait Rebecca. Et Michael, n'oublie pas, cela doit paraître naturel. Ne précipite rien. Jake a soigneusement fermé l'ordinateur portable. Monsieur, vous devez quitter la maison. Ils peuvent passer à l'action à tout moment. J'étais sous le choc, mais une partie de mon esprit commençait déjà à analyser l'information de manière analytique. 40 ans en tant que comptable m'ont appris à examiner les chiffres et les tendances, à identifier les anomalies. Et maintenant, en repensant aux derniers mois, certains détails commençaient à prendre tout leur sens. Les nouveaux médicaments que Rebecca insistait pour que je prenne. Les visites fréquentes de Michael, qui m'apportaient toujours des vitamines spéciales, censées me donner plus d'énergie. La façon dont Rebecca me posait récemment des questions sur mon testament, sur mon assurance vie, toujours de manière désinvolte. « Jake, dis-je, ma voix gagnant en fermeté, pouvez-vous faire une copie de ces messages ? J'aurai besoin de preuves. » Il acquiesça, visiblement soulagé que je prenne la situation au sérieux. « Bien sûr, monsieur. Je vais tout photographier. » Pendant que Jake travaillait, mon esprit tournait à toute vitesse. Je ne pouvais pas simplement m'enfuir. J'avais besoin d'un plan, j'avais besoin de plus de preuves, et surtout, j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de cette conspiration. Si vous suivez cette histoire et que vous êtes aussi choqué que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. J'ai pris l'ordinateur portable et les photos que Jake avait prises, je l'ai remercié pour son honnêteté et je suis sorti du magasin,
le cœur battant à tout rompre. Dans le parking, je me suis assis dans ma voiture et j'ai pris plusieurs profondes inspirations, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Rebecca m'attendait sûrement à la maison, impatiente de récupérer son ordinateur portable. Michael avait dit qu'il passerait dîner ce soir-là, comme il le faisait toujours le mercredi. Une tradition familiale que j'avais toujours appréciée. Je savais désormais que ces visites avaient un but bien plus sinistre. J'ai démarré la voiture et j'ai pris le chemin du retour, mais mon esprit était déjà en train d'élaborer un plan. Ils pensaient que je n'étais qu'un vieux comptable naïf, facile à manipuler et à éliminer. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé l'homme qu'ils comptaient assassiner. J'ai conduit en pilote automatique dans les rues familières de Portland, mon esprit traitant chaque détail des dernières semaines. La paranoïa que j'avais ressentie n'était pas de la paranoïa, c'était l'instinct de survie. Les vitamines spéciales que Michael apportait religieusement tous les mercredis. Rebecca qui insistait pour que je prenne les nouveaux médicaments pour la tension, même quand je lui disais que je me sentais bien. Les questions anodines sur mon testament, toujours déguisées en préoccupations affectueuses. Chérie, es-tu sûr que tes documents sont à jour? Ce serait terrible si quelque chose arrivait et que je ne pouvais pas respecter tes souhaits, m'avait dit Rebecca la semaine dernière, en me caressant les cheveux pendant que nous regardions la télévision. À ce moment-là, j'avais trouvé cela touchant. Maintenant, je comprenais qu'il s'agissait d'un calcul minutieux de mes biens. Je me suis garé à 2 pâtés de maison de chez moi, toujours réticent à entrer. J'ai pris mon téléphone et j'ai relu les photos que Jake avait prises des messages. Il y avait d'autres conversations que je n'avais pas vues dans la précipitation du magasin. « Michael, tu es sûr que le docteur Martinez ne va pas se méfier ?» demandait Rebecca dans un message datant de 5 jours. « Relax, maman. Il me connaît depuis que je suis enfant. Quand je lui dirai que je m'inquiète pour l'hypertension de papa, il lui prescrira les médicaments sans poser de questions. Et les médicaments que je vais remplacer simuleront parfaitement une crise cardiaque. On aura l'impression qu'il est mort dans son sommeil. Maman. » Michael appelait Rebecca « maman ». Mon fils, qui avait résisté à l'idée d'avoir une belle-mère pendant des années, conspirait désormais avec elle pour m'assassiner. Quand exactement Rebecca était-elle passée du statut d'épouse aimante à celui de manipulatrice meurtrière? Et quand Michael avait-il cessé d'être mon fils pour devenir mon bourreau? J'ai continué à lire, découvrant des aspects encore plus sinistres du plan. Rebecca, as-tu réfléchi à ce que nous ferons s'il ne prend pas ses médicaments de son plein gré? Avait demandé Michael. J'y ai pensé. Je peux les mélanger à sa nourriture. Andrew me fait tellement confiance qu'il ne se doutera de rien. De plus, il est tellement distrait ces derniers, tant qu'il ne remarquera probablement même pas le goût différent. Distrait. Je n'étais pas distrait, j'étais lentement empoisonné et mon corps réagissait. Les vertiges que j'attribuais à l'âge, la fatigue constante que je pensais être due à la retraite, les trous de mémoire qui m'avaient poussé à prendre rendez-vous chez un neurologue. Le docteur Martinez. Ils avaient mentionné mon médecin de famille. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le cabinet. La réceptionniste, Karen, m'a répondu avec la familiarité de 15 ans de consultation. « Monsieur Andrew, comment allez-vous? Votre rendez-vous n'est que la semaine prochaine. » Karen, Michael a-t-il appelé récemment pour prendre rendez-vous ou parler du docteur Martinez à mon sujet? Oh oui, quel fils attentionné vous avez. Il est venu lundi, très inquiet au sujet de votre tension artérielle. Il a dit que vous aviez des douleurs thoraciques et des vertiges. Le docteur s'est inquiété et vous a déjà préparé de nouveaux médicaments à essayer. J'ai eu un coup au cœur. Karen, je n'ai jamais eu de douleurs thoraciques ni de vertiges liés à la tension. Silence à l'autre bout du fil. Mais, Michael a dit, il semblait tellement inquiet, monsieur Andrew. Il a même apporté des notes sur vos symptômes. Merci, Karen. J'en parlerai au docteur lors de la consultation. J'ai raccroché et me suis adossé au siège de la voiture. Le complot était plus élaboré que je ne l'avais imaginé. Ils ne se contentaient pas de planifier ma mort, ils étaient déjà en train de construire le récit médical qui justifierait ma crise cardiaque naturelle. Mon téléphone a sonné. C'était Rebecca. « Andrew, où es-tu? Ça fait 1 heure que tu es parti chercher mon ordinateur portable. » J'ai pris une profonde inspiration, m'efforçant de parler d'une voix normale. J'ai dû régler quelques affaires en ville. Je rentre tout de suite. Tant mieux. Michael est rentré plus tôt aujourd'hui. Il a apporté les vitamines que tu aimes et il aide à préparer le dîner. Nous avons fait ton plat préféré. Bien sûr. Probablement bourré des médicaments que Michael avait obtenus auprès du docteur Martinez. Merveilleux. J'arrive dans 1 quart d'heure. Je t'aime, mon chéri. Les mots qui auparavant réchauffaient mon cœur résonnaient désormais comme l'adieu d'une veuve noire à sa proie.
Je conduisais lentement vers la maison, observant ma propre rue d'un œil différent. La maison blanche à 2 étages avec le jardin que Rebecca entretenait méticuleusement ressemblait désormais à un décor de film d'horreur. Les fenêtres éclairées, qui avaient toujours représenté le confort et la sécurité, abritaient désormais 2 assassins planifiant patiemment ma mort. Je me suis garé dans le garage et j'ai pris plusieurs grandes inspirations. Je devais agir normalement, au moins jusqu'à ce que je découvre toute l'étendue du complot. En tant que comptable, je savais que toute fraude laisse des traces. Et si Rebecca et Michael prévoyaient de me tuer pour de l'argent, il y avait d'autres aspects financiers que je devais vérifier. Je suis entré par la porte arrière, entendant des voix joyeuses provenant de la cuisine. « Papa !» Michael s'est levé pour m'embrasser, avec la même démonstration chaleureuse d'affection que j'associais à nos dîners hebdomadaires. « Comment s'est passée ta journée ?» Je pouvais maintenant voir la fausseté derrière son sourire, la façon dont ses yeux ne reflétaient pas une joie sincère de me voir. C'était la performance soignée d'un homme jouant le rôle d'un fils aimant. « Ça s'est bien passé, mon fils. Et toi ? Productif. Je discutais avec Rebecca de tes finances. Elle s'inquiète parce que tu oublies de payer certaines factures. Un élément supplémentaire du récit. Établir que je perdais mes facultés mentales. J'oublie ? Demandai-je en regardant Rebecca qui remuait quelque chose dans la casserole avec une attention excessive. Rien de grave, chérie, dit-elle sans se retourner. Juste quelques factures qui sont arrivées et qui sont restées sur la table plus longtemps que d'habitude. J'ai pensé que nous pourrions mettre en place un système pour que Michael nous aide de temps en temps. Quel genre de système ? Michael prit les devants. Rien de compliqué. Je pourrais peut-être avoir accès à un compte secondaire, juste pour les urgences. Et Rebecca a mentionné qu'il serait bon de mettre à jour les procurations, au cas où tu tomberais malade ou quelque chose comme ça. Ils ne perdaient pas de temps. Accès au compte, procuration. Ils établissaient le contrôle financier avant de passer à l'assassinat. Intéressant, répondis-je en gardant une voix neutre. Nous en discuterons après le dîner. Rebecca s'est finalement retournée, me tendant un verre de vin rouge que je n'avais pas commandé. Ton préféré ? A-t-elle dit avec un sourire. J'ai pris le verre, observant le liquide rubis à contre-jour. Était-ce de la paranoïa de soupçonner qu'il était empoisonné, ou une précaution raisonnable ? Santé, a dit Michael en levant son propre verre. À la famille, ajouta Rebecca. Je portai le verre à mes lèvres, faisant semblant de boire tout en observant les 2 autres par-dessus le bord. Si je mourais aujourd'hui, cela ressemblerait à une crise cardiaque après un agréable dîner en famille. Naturel, sans soupçon. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils m'avaient complètement sous-estimé. 40 ans passés à analyser les fraudes d'entreprise m'ont appris que tous les criminels, aussi intelligents soient-ils, laissent des traces. Et tandis que Rebecca et Michael pensaient être en train de commettre le crime parfait, je commençais tout juste à retracer chacun de leurs mouvements. Le dîner allait être intéressant. Très intéressant. Pendant le dîner, j'ai fait semblant de boire mon vin tout en observant chacun des mouvements de Rebecca et Michael. Leur performance était impressionnante. Sourires sincères, conversations familiales, gestes affectueux. Si je n'avais pas été au courant du complot, je n'aurais jamais soupçonné que je dînais avec 2 meurtriers. Andrew, tu n'as presque pas touché à ton vin, a fait remarquer Rebecca, la voix chargée d'une fausse inquiétude. Tu ne l'aimes pas ? C'est ce cabernet que tu apprécies toujours tant. Il est excellent, répondis-je en portant à nouveau le verre à mes lèvres sans le boire. Je le savoure simplement lentement. Michael se pencha en avant, les yeux brillants d'un intérêt excessif. Papa, tu te sens bien ces derniers temps ? Rebecca a mentionné que tu semblais plus fatigué. La question était posée avec l'inquiétude parfaite d'un fils aimant, mais je pouvais désormais voir la manipulation qui se cachait derrière. Ils établissaient des symptômes pour justifier ma future mort naturelle. Je me sens bien, répondis-je calmement. Pourquoi cette question ? Rien de particulier, répondit Michael en échangeant un rapide regard avec Rebecca. C'est juste que, parfois, tu sembles un peu confus. La semaine dernière, quand je t'ai appelé, tu avais oublié que nous avions prévu de nous voir. C'était un mensonge. Je n'avais jamais oublié un rendez-vous avec Michael. Je ne me souviens pas avoir oublié quoi que ce soit, ai-je dit en gardant une voix neutre. Rebecca a ri doucement en me touchant la main. Chérie, c'est exactement ce que Michael veut dire. Tu ne t'en souviens pas parce que, eh bien, tu as oublié. Le raisonnement circulaire était parfait. Si je niais avoir oublié quelque chose, cela prouverait que j'avais oublié. Il construisait un récit dans lequel toute défense de ma part devenait une preuve contre moi. Tu devrais peut-être en parler au docteur Martinez, a suggéré Michael. Il a mentionné certains tests qui pourraient être utiles.
Quand as-tu parlé de moi au docteur Martinez? Ai-je demandé directement. Un bref moment de tension s'est installé entre eux avant que Michael ne réponde. Lundi. J'étais inquiet, alors j'ai appelé le cabinet. Il a dit qu'il serait bon de prendre rendez-vous pour des examens, surtout compte tenu, de votre âge. Mon âge. 52 ans, en parfaite santé jusqu'à ce que je commence à être lentement empoisonné par ma propre famille. Le dîner s'est poursuivi avec d'autres échanges apparemment innocents. Chaque question sur ma santé, chaque suggestion concernant des médecins, chaque commentaire sur ma confusion mentale, était une pierre soigneusement placée dans le récit qui justifierait ma mort. Lorsque nous avons fini de manger, Michael a proposé de faire la vaisselle pendant que Rebecca préparait le café. J'ai profité de ce moment pour discrètement verser mon vin dans la plante à côté de la table. S'il y avait du poison là-dedans, je ne voulais pas que même les plantes meurent à cause de moi. Andrew, m'a appelé Rebecca depuis la cuisine, peux-tu venir m'aider pour quelque chose? Je l'ai trouvé en train de fouiller dans un tiroir que j'ouvrais rarement, où nous rangions de vieux documents et divers papiers. Je cherche cette police d'assurance dont tu m'as parlé le mois dernier, dit-elle sans me regarder. L'assurance vie. Michael a pensé qu'il serait bon de revoir les bénéficiaires, pour s'assurer que tout est à jour. Mon sang se glaça. Non seulement ils prévoyaient de me tuer, mais ils organisaient déjà les détails financiers de mon décès. Pourquoi êtes-vous tous les deux si intéressés par mon assurance vie ces derniers temps? Ai-je demandé. Rebecca m'a enfin regardé, l'air sincère et inquiet. Chérie, ce n'est pas de la curiosité morbide. C'est une question de responsabilité. Si quelque chose t'arrivait, j'aurais besoin de savoir comment gérer tout ça. Et Michael a raison. Il serait préférable qu'il ait accès aux principaux comptes, au moins à titre de sauvegarde. Sauvegarde pourquoi? Pour quand tu ne pourras plus gérer les choses toi-même, a-t-elle répondu doucement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quand tu ne pourras plus. Pas si, mais quand. Michael est apparu à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains avec une serviette. Vous avez trouvé les papiers? On cherche encore, a murmuré Rebecca en retournant vers le tiroir. Papa, tu gardes les documents importants dans un coffre-fort ou quelque chose comme ça. Ce serait plus pratique d'avoir tout au même endroit. Bien sûr qu'il voulait savoir où je gardais les documents importants. Probablement pour les modifier ou les détruire après ma mort. J'ai quelques papiers importants à la banque, répondis-je vaguement. Quelle banque? Demanda rapidement Michael, avant d'essayer de dissimuler son intérêt excessif. Je veux dire, au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Il ne perdait pas de temps. Il voulait une carte complète de mes biens avant de m'éliminer. Ce soir-là, après le départ de Michael et la montée de Rebecca pour prendre sa douche, je suis resté seul dans le salon à digérer tout ce que j'avais découvert. Ce n'était pas seulement un vague plan d'assassinat, c'était une opération soigneusement orchestrée à plusieurs niveaux. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à enquêter sur nos finances en ligne. Ce que j'ai découvert m'a encore plus alarmé. Au cours des 6 derniers mois, de petites sommes avaient été transférées de nos comptes joints vers un compte que je ne connaissais pas. Jamais des montants suffisamment élevés pour attirer l'attention, 2 cents dollars ici, 3 cents là, mais qui, additionnés, atteignaient près de 8 000 dollars. Rebecca avait accès à nos comptes en tant que mon épouse, mais ces virements étaient toujours effectués lorsque j'étais absent, à des heures précises qui suggéraient une planification minutieuse. Il y avait plus. Notre assurance vie avait été modifiée 3 mois auparavant. Le montant de la couverture avait été considérablement augmenté, passant de 300 000 à 800 000 dollars. Une modification que je n'avais ni autorisée ni signée. Ou du moins, je ne me souvenais pas l'avoir signée. J'ai fouillé dans mes archives jusqu'à trouver les documents. Ma signature y figurait, certifiée par un notaire. Mais je ne me souvenais pas être allé chez un notaire au cours des derniers mois. J'ai examiné la signature attentivement. Elle ressemblait beaucoup à la mienne, mais il y avait de petites différences dans les courbes que je traçais toujours d'une manière spécifique. Trop petites pour être détectées par des yeux non avertis, mais clairement visibles pour quelqu'un qui signe son nom depuis 52 ans. Ma signature avait été falsifiée. J'ai continué à enquêter et j'ai découvert d'autres divergences. Des modifications dans le testament que je ne me souvenais pas avoir autorisées. Des changements dans les comptes bancaires. De petits ajustements juridiques qui, pris individuellement, semblaient administratifs, mais qui, collectivement, transféraient un contrôle significatif de mes biens à Rebecca et désignaient Michael comme bénéficiaire principal de tout. C'était un réseau financier si complexe qu'il avait dû falloir des mois pour le tisser. Rebecca descendit les escaliers en peignoir, les cheveux encore humides après son bain. « Tu es encore debout, chérie? Que fais-tu? » « Je range juste quelques affaires, répondis-je en fermant rapidement mon ordinateur portable. Elle s'est approchée et m'a embrassé le front avec une tendresse sincère. « Ne travaille pas trop tard.
Tu es tellement fatigué ces derniers temps. Fatigué parce que j'étais lentement empoisonné, ai-je pensé, mais je me suis contenté de sourire. Je monte dans quelques minutes. Après qu'elle soit montée, j'ai appelé Jake, le technicien du magasin d'électronique. Il était tard, mais son numéro figurait sur la carte qu'il m'avait donnée. Andrew, tout va bien? Jake, j'ai besoin d'aide. Peux-tu récupérer les anciens messages du portable de Rebecca? Je veux savoir depuis combien de temps cela dure. Je peux essayer. Les messages WhatsApp sont sauvegardés. Tu veux que je jette un œil? Oui. Et Jake, tu connais un avocat? Quelqu'un de discret? Mon cousin travaille dans un cabinet en centre-ville. Il est spécialisé en droit pénal. Tu veux ses coordonnées? Oui. Et Jake, merci. Tu m'as sauvé la vie. Pas encore, monsieur. Mais nous y arriverons. J'ai raccroché et me suis adossé dans mon fauteuil, mon esprit fonctionnant désormais avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des mois. Les symptômes de confusion, la fatigue, les trous de mémoire, tout prenait sens à présent. Je ne vieillissais pas et je ne développais pas de démence. J'étais méthodiquement empoisonné pour créer les symptômes qui justifieraient ma mort. Mais Rebecca et Michael avaient commis une erreur fatale en me sous-estimant. 40 ans de carrière en tant que comptable m'ont appris que toute fraude, aussi élaborée soit-elle, laisse des traces. Et toute personne qui commet une fraude, aussi intelligente soit-elle, finit par devenir trop confiante et commettre des erreurs. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise victime. En montant silencieusement les escaliers, j'ai regardé Rebecca qui dormait paisiblement dans notre lit. Elle semblait si paisible, si innocente. Personne n'aurait pu imaginer en la regardant que cette femme planifiait froidement le meurtre de son propre mari. Mais désormais, je n'étais plus seulement une victime observant passivement sa propre destruction. J'étais un comptable expérimenté ayant accès à tous les outils nécessaires pour vérifier chacun de leurs mouvements. Et lorsque j'aurais rassemblé toutes les preuves, Rebecca et Michael découvriraient qu'ils avaient joué avec le feu. Et j'étais sur le point de les brûler complètement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Rebecca et je me suis discrètement rendu dans le bureau au sous-sol. J'ai appelé le cousin de Jake, David Chen, un avocat pénaliste qui prenait les appels tôt le matin pour les affaires urgentes. Monsieur Andrew, Jake m'a brièvement parlé de votre situation. Puis-je vous voir aujourd'hui? Le plus tôt sera le mieux. À 9 heures, dans mon bureau. Et apportez toutes les preuves que vous avez réunies jusqu'à présent. J'ai discrètement imprimé toutes les photos des messages, les relevés bancaires montrant les virements non autorisés et les documents relatifs à l'assurance vie falsifiée. J'ai tout classé dans des dossiers séparés, numérotés par ordre chronologique. 40 ans d'expérience en audit m'ont appris que des documents minutieux faisaient la différence entre un soupçon et une preuve irréfutable. Rebecca est descendue dans la cuisine alors que je rangeais les papiers. « Tu t'es levé tôt, chérie », a-t-elle dit en m'embrassant sur le front. « Tu as bien dormi ?»« Comme un loir, ai-je menti. Je sors un moment pour régler quelques affaires à la banque. » À la banque? Ses yeux se sont illuminés d'un intérêt excessif. Un problème? Rien de grave. Je mets juste à jour certaines informations. En réalité, je me rendais directement au bureau de David Chen dans le centre-ville de Portland, armé de suffisamment de preuves pour envoyer Rebecca et Michael en prison. Le bureau de David se trouvait au 22e étage d'un immeuble commercial. C'était un homme d'origine asiatique, âgé d'une quarantaine d'années, qui avait une solide réputation dans les affaires criminelles complexes. « Monsieur Andrew, dit-il après avoir minutieusement examiné chaque document, ce que vous avez là, ce sont des preuves de complot en vue de commettre un homicide, de falsification de documents et de fraude financière. C'est extrêmement grave. Que devons-nous faire? Premièrement, nous devons assurer votre sécurité. Deuxièmement, nous devons recueillir davantage de preuves avant d'impliquer la police. Et troisièmement, nous devons documenter toute nouvelle tentative de leur part de vous nuire. » David expliqua que les messages WhatsApp, bien qu'incriminants, avaient été obtenus sans autorisation légale. Nous avions besoin de preuves supplémentaires qui seraient recevables devant un tribunal. Je vous recommande d'utiliser un enregistreur lors de vos interactions avec eux. Je vais également vous mettre en relation avec un détective privé afin de surveiller leurs activités en votre absence. Sarah Martinez était la détective privée recommandée par David. Spécialiste des affaires de fraude familiale, elle avait travaillé comme détective pendant 15 ans avant d'ouvrir sa propre agence. « Andrew, dit-elle lors de notre réunion cet après-midi-là, je vais installer des équipements de surveillance discrets dans votre maison. Je vais également enquêter sur les antécédents financiers de Rebecca et Michael. S'ils planifient cela depuis des mois, ils ont certainement laissé des traces. » 3 jours plus tard, Sarah revint avec des informations accablantes. Rebecca a un casier judiciaire,
a-t-elle annoncé en ouvrant un dossier épais. Il y a 12 ans, à Phoenix, en Arizona, elle a fait l'objet d'une enquête pour la mort suspecte de son premier mari. Il est décédé d'une crise cardiaque apparente à l'âge de 53 ans, après une série de problèmes de santé qui ont commencé lorsqu'elle a convaincu de modifier son testament. Mon sang se glaça. Que s'est-il passé avec l'enquête? Classée sans suite faute de preuves. Mais regardez ça. Sarah me montra des photos de dossiers médicaux. Son premier mari présentait exactement les mêmes symptômes que vous. Fatigue, perte de mémoire, vertige. Et les médecins ont trouvé des traces de digitaline dans son organisme. De la digitaline. Un poison extrait de la plante de la digitale. À petite dose, il simule des problèmes cardiaques. À dose plus élevée, il provoque la mort par arrêt cardiaque. Sarah a continué à révéler l'étendue de l'enquête. Michael n'est pas non plus celui qu'il semble être. Il a des dettes de jeu de près de 200 000 $ auprès de personnes très dangereuses à Las Vegas. J'ai trouvé des emails dans lesquels il promet de payer avant la fin du mois. Les pièces s'emboîtaient parfaitement. Rebecca était une veuve noire expérimentée qui avait choisi Michael comme complice parce qu'il avait désespérément besoin d'argent. Ensemble, ils avaient élaboré un plan pour m'éliminer et se partager mon patrimoine. Il y a plus, dit Sarah en sortant des photos d'un autre dossier. Ils se sont rencontrés hier à Riverside Park. Notre équipe de surveillance a enregistré toutes leurs conversations. Elle me tendit des écouteurs connectés à un enregistreur numérique. Les voix de Rebecca et Michael étaient cristallines. Andrew devient de plus en plus méfiant, disait Rebecca. Hier, il a posé des questions étranges au sujet de la banque. Nous devrions peut-être accélérer le processus, répondit Michael. Combien de temps penses-tu pouvoir maintenir l'empoisonnement progressif? 2 semaines de plus, maximum. Après cela, il commencera à présenter des symptômes plus évidents. Nous devons terminer avant qu'il ne consulte un autre médecin. Et s'il se méfie avant cela? La réponse de Rebecca m'a glacé le sang. Alors nous devrons improviser. Un accident domestique. Une chute dans les escaliers, un accident de voiture. Tout ce qui semble naturel pour un homme de son âge souffrant de problèmes cardiaques. J'ai retiré mes écouteurs, pris de nausées. Non seulement ils prévoyaient de me tuer, mais ils adaptaient activement leur méthode en fonction de mon comportement. Sarah, de combien de preuves supplémentaires avons-nous besoin? Suffisamment pour garantir une condamnation sans possibilité d'appel, a-t-elle répondu fermement. Je veux qu'il passe des décennies en prison. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un enregistreur numérique caché dans la poche de ma chemise et un plan soigneusement élaboré. David avait organisé une réunion avec le procureur pour la semaine suivante, mais nous devions d'abord documenter ses prochaines tentatives d'empoisonnement. Si cette histoire de trahison familiale vous choque autant qu'elle m'a choqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment cette vengeance méticuleusement planifiée va complètement détruire leur vie. Rebecca préparait le dîner quand je suis rentré. Bonsoir, chérie. Michael a appelé tout à l'heure. Il passera demain pour discuter de tes finances. Il a amené un ami comptable qui peut t'aider avec certains investissements. Un ami comptable. Probablement un autre complice pour faciliter le vol de mes biens après ma mort. C'est bien, ai-je répondu en allumant discrètement le magnétophone. Quel genre d'investissement? Rien de très compliqué. Juste quelques moyens d'optimiser tes ressources tant que tu es encore. Enfin, tu sais, en bonne santé et capable de prendre des décisions. Tant que tu es encore en vie, voulait-elle dire. Rebecca, dis-je calmement, puis-je te poser une question? Bien sûr, mon chéri. Pourquoi tout le monde s'intéresse-t-il soudainement à mes finances? D'abord Michael qui veut des procurations, maintenant des investissements. Cela semble très coordonné. Je vis une lueur de panique traverser ses yeux avant qu'elle ne force un sourire. Chérie, c'est juste de l'inquiétude. Tu es tellement distrait ces derniers temps, et nous voulons nous assurer que tes intérêts sont protégés. Distrait comment? Eh bien, a-t-elle hésité, hier, tu as oublié où tu avais mis les clés de la voiture. La semaine dernière, tu ne te souvenais plus du nom de notre voisin. Encore des mensonges pour construire le récit du déclin mental. Je n'ai jamais oublié les clés ni le nom du voisin. Cette nuit-là, allongé à côté de Rebecca, j'ai entendu sa respiration régulière et j'ai su que je dormais à côté d'une tueuse en série qui avait déjà tué au moins une personne et qui prévoyait de me tuer dans quelques semaines. Mais désormais, je n'étais plus une victime passive assistant à ma propre destruction. J'avais une équipe de professionnels, des preuves irréfutables et un plan qui transformerait Rebecca et Michael de prédateurs en proie. Ils avaient passé des mois à planifier ma mort, croyant que je n'étais qu'un vieux comptable naïf. Demain, lorsque Michael amènerait son ami comptable
pour faciliter le vol de mes biens, ils découvriraient qu'ils avaient complètement sous-estimé leur victime présumée. Et ce serait la dernière fois que l'un d'eux sous-estimerait Andrew. Le lendemain matin, Michael arriva ponctuellement à 10 heures, accompagné d'un homme de petite taille portant des lunettes qui se présenta comme Tony Marchetti, conseiller financier spécialisé dans l'optimisation du patrimoine des retraités. « Papa, Tony va nous aider à organiser tes investissements de manière plus efficace, » dit Michael en ouvrant un dossier rempli de documents. « Surtout compte tenu de ton état de santé. » Mon état de santé. Il ne prenait même plus la peine de le dissimuler. « Quel type d'optimisation ?» demandai-je en allumant discrètement le magnétophone dans ma poche. Tony sourit avec l'assurance huileuse de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. « Monsieur Andrew, compte tenu de votre âge et des symptômes cognitifs que Michael m'a rapportés, l'idéal serait de transférer certains actifs vers une structure de protection. Cela garantit que, si vous n'êtes plus en mesure de prendre des décisions, votre famille aura immédiatement accès à ces ressources. » Sarah m'avait mis en garde à ce sujet. C'était exactement la même méthode que celle utilisée dans le cas du premier mari de Rebecca. Transférer les biens avant de commettre le meurtre, afin d'éviter toute complication juridique ultérieure. « Quels symptômes cognitifs Michael a-t-il rapportés ?» demandai-je directement. Michael a échangé un rapide regard avec Tony avant de répondre. « Papa, tu sais, les oublis, la confusion. Hier, tu as demandé où était la voiture qui était dans le garage. Encore un mensonge. Je n'ai jamais demandé où était la voiture. Rebecca est entrée dans la pièce avec un plateau de café et de biscuits faits maison. Je t'ai préparé le café spécial que tu aimes, chérie, m'a-t-elle dit en me tendant une tasse avec un sourire affectueux. Le café spécial. Probablement chargé en digitaline. Merci, ai-je répondu en tenant la tasse sans boire. Vous ne voulez pas de café? Nous avons déjà bu, a répondu Rebecca rapidement. Tony a commencé à expliquer les documents, tous conçus pour transférer le contrôle total de mes biens à Rebecca, avec Michael comme bénéficiaire secondaire. Pendant qu'il parlait, j'ai observé chacun de leurs mouvements avec un regard exercé par l'expérience. Rebecca vérifiait constamment si je buvais mon café. Michael maintenait un contact visuel excessif, étudiant mon comportement à la recherche de signes de confusion mentale. Tony insistait pour que je signe immédiatement, invoquant des fenêtres fiscales qui allaient bientôt se refermer. C'était une opération coordonnée pour me voler tout en me tuant à petit feu. Ces documents sont assez complexes, ai-je finalement commenté. J'aimerais que mon propre avocat les examine avant de signer. La réaction a été immédiate. Michael s'est penché en avant, essayant de paraître inquiet. « Papa, tu ne me fais pas confiance? J'essaie simplement de protéger tes intérêts. »« Bien sûr que je te fais confiance, » ai-je répondu calmement. Mes 40 ans de carrière en tant que comptable m'ont appris à ne jamais signer quoi que ce soit sans l'avoir entièrement examiné. Tony a froncé les sourcils. « Monsieur Andrew, avec tout le respect que je vous dois, parfois, une analyse excessive peut mener à une paralysie décisionnelle. Surtout lorsqu'il y a des questions cognitives en jeu. » Rebecca s'approcha et me toucha l'épaule avec une fausse tendresse. « Chérie, tu es sûre? Michael a passé beaucoup de temps à organiser tout cela pour nous. » C'est à ce moment-là que mon téléphone portable sonna. C'était David Chen. « Andrew, je peux te parler un instant? C'est urgent. »« Bien sûr, » répondis-je en me levant. « Excusez-moi. » Je quittai la pièce et répondis dans le couloir. « David, les caméras que Sarah a installées ont capté quelque chose d'intéressant. Rebecca a mis de la digitaline dans le café qu'elle vous a préparé ce matin. Nous avons l'enregistrement complet. » Mon sang se glaça, mais je gardai une voix calme. « Je comprends. Les détectives sont en route. Évitez toute nourriture ou boisson qu'ils pourraient vous offrir. Restez là pendant encore 15 minutes. » Je suis retourné dans la salle où les trois m'attendaient avec impatience. « Tout va bien ?» m'a demandé Michael. « Mon avocat veut me voir cet après-midi pour revoir les documents. » Ai-je menti. « Nous pourrons tout finaliser après. » La frustration était visible sur leurs trois visages. Rebecca a esquissé un sourire forcé. « Bien sûr, chérie. Mais ne tarde pas trop. Tony a d'autres rendez-vous cette semaine. » En fait, a dit Tony en se levant brusquement, il vaudrait peut-être mieux reporter. Je dois vérifier certaines questions fiscales d'abord. Il savait que quelque chose n'allait pas. Les criminels expérimentés développent un instinct pour le danger. Michael se leva également. « Papa, as-tu au moins pris tes médicaments aujourd'hui? Le docteur Martinez a dit qu'il était important de les prendre régulièrement. Une nouvelle tentative pour m'empoisonner, cette fois-ci à l'aide de faux médicaments. Pas encore, répondis-je.
Je les prendrai après le déjeuner. Pendant qu'il rangeait les papiers, j'entendis le bruit lointain de voitures se garant dans la rue. Les détectives étaient arrivés. Rebecca regarda par la fenêtre et pâlit. « Andrew, pourquoi y a-t-il des policiers dans notre rue ?»« Je ne sais pas, » répondis-je avec un calme absolu. « Peut-être un problème avec les voisins. » Michael s'approcha également de la fenêtre, son expression passant de la confusion à l'inquiétude lorsqu'il vit les agents se diriger vers notre porte. « Papa, » dit-il, la voix légèrement tremblante, « tu as appelé la police. » La sonnette retentit avant que je puisse répondre. « Je vais ouvrir, » annonçai-je en me dirigeant calmement vers la porte. « Andrew, non » cria Rebecca, mais il était trop tard. J'ouvris la porte et me retrouvai face à l'inspectrice Sarah Martinez et 2 autres agents. « Monsieur Andrew, » dit-elle assez fort pour être entendue dans la pièce, « nous avons un mandat de perquisition et de saisie pour suspicion de tentative de meurtre et de complot. Nous demandons à tout le monde de rester où il est. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Je me suis lentement retourné pour voir Rebecca et Michael figés au milieu de la pièce, Tony essayant discrètement d'atteindre son porte-documents. Les expressions de choc et de panique sur leur visage étaient exactement celles que j'avais imaginées pendant des mois de planification minutieuse. « Michael, » dis-je calmement, « je crois que les détectives aimeraient vous parler de votre intérêt soudain pour mes finances. » C'est alors que Rebecca tenta de s'enfuir. Sarah l'intercepta avant qu'elle n'atteigne la porte arrière, les menottes déjà à la main. « Rebecca Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et complot. » Michael resta paralysé, regardant sa complice se faire menotter. Tony tenta de faire valoir qu'il n'était qu'un innocent consultant, mais lorsque les détectives ouvrirent son porte-documents et trouvèrent des documents présignés de ma prétendue signature, même lui comprit que la partie était terminée. « Papa, » dit Michael d'une voix brisée, « je peux t'expliquer. »« Tu peux m'expliquer pourquoi tu as prévu de m'assassiner pour de l'argent ?» demandai-je directement. « Ou pourquoi tu as convaincu le docteur Martinez que j'étais malade ? Ou peut-être peux-tu expliquer pourquoi Rebecca a mis du poison dans mon café ce matin ?» Il pâlit complètement. « Nous avons tout enregistré, » dit Sarah en montrant un appareil d'enregistrement. Y comprit les conversations sur les doses de digitaline et la simulation de crise cardiaque. Rebecca, toujours menottée, finit par exploser. « Vous ne comprenez pas. Il gâchait tout. Il vivait comme un vieil avare alors qu'il avait une fortune. Nous méritions cette vie. » Michael tenta de la faire taire, mais il était trop tard. « Et toi, Michael, poursuivis-je, ma voix gagnant en force, mon propre beau-fils, tu as froidement planifié ma mort pour des dettes de jeu. »« Comment l'avez-vous découvert ?» murmura-t-il. « Parce que 40 ans en tant que comptable m'ont appris à reconnaître la fraude, » répondis-je. « Et vous avez tous les 2 laissé des traces partout. » Alors qu'on les emmenait menotter, Rebecca cria une dernière fois. « Tu vas mourir seul, vieux radin. Seul et sans personne pour hériter de ta précieuse fortune. » Je fermai la porte et m'adossai contre elle, laissant enfin le soulagement m'envahir. Des mois de terreur silencieuse, de vivre en sachant que les personnes les plus proches de moi planifiaient ma mort, étaient enfin terminés. David arriva 20 minutes plus tard et me trouva assis calmement dans le salon, buvant un thé en toute sécurité pour la première fois depuis des mois. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Comme quelqu'un qui vient de découvrir qu'il lui reste encore beaucoup à vivre, » ai-je répondu. Mais il y avait encore un dernier rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Sarah est revenue cet après-midi-là avec des nouvelles qui allaient tout changer à nouveau. « Andrew, » a dit Sarah en ouvrant un nouveau dossier, « Rebecca ne prévoyait pas seulement de vous tuer. Nous avons trouvé des preuves qu'elle l'avait déjà fait auparavant. 3 fois. » Mon sang se glaça. 3 fois. Phoenix, Arizona, son premier mari. Denver, Colorado, un riche petit ami de 67 ans. Et Tampa, Floride, un autre mari qui est mort naturellement après avoir modifié son testament. Sarah étala des photos sur la table. Tous les 3 ont présenté les mêmes symptômes que vous. Ils sont tous morts d'un apparent arrêt cardiaque. Et dans tous les cas, Rebecca a hérité d'une fortune considérable. La femme que je pensais connaître était une tueuse en série. Michael était-il au courant? D'après les conversations interceptées, non. Elle l'a manipulé autant qu'elle a essayé de vous manipuler. Elle lui a promis 50 000 $ pour rembourser ses dettes de jeu, mais elle prévoyait de l'éliminer après avoir obtenu son argent. 2 semaines plus tard, j'étais assis au tribunal, regardant Rebecca et Michael recevoir leur sentence. Rebecca a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, y compris les 3 maris précédents que les détectives ont pu enquêter. Michael a été condamné à 25 ans pour complot et tentative de meurtre.
Au moment du verdict, il m'a enfin regardé dans les yeux. « Papa » a-t-il dit d'une voix brisée, « je suis désolé. Elle m'a convaincu que tu étais malade, que ce serait miséricordieux. » « Michael, » ai-je répondu calmement, « tu as choisi l'argent plutôt que ta famille. Tu vas maintenant avoir beaucoup de temps pour réfléchir à ce choix. » J'ai vendu notre maison une semaine plus tard. Chaque pièce était imprégnée de souvenirs contaminés par la trahison. J'ai acheté un appartement moderne dans le centre de Portland, près du bureau de David Chen, qui était devenu plus que mon avocat, un véritable ami. Les examens médicaux ont confirmé que mon organisme se remettait complètement des effets de l'empoisonnement. Le docteur Martinez, qui avait été manipulé innocemment par Michael, est devenu mon médecin personnel et a suivi ma convalescence avec une attention particulière. Jake, le technicien qui m'avait sauvé la vie, a reçu une récompense de 10 000 $. J'ai utilisé une partie de l'héritage que Rebecca n'avait jamais réussi à voler pour créer un fonds de protection pour les personnes âgées victimes d'abus financiers. Si cette histoire de trahison et de vengeance vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires où la justice l'emporte sur la cupidité, comme je le dis toujours à ceux qui m'interrogent sur cette expérience. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre en prison. Elle venait de Michael. « Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis en thérapie ici. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé là. Rebecca m'a montré de fausses conversations avec des médecins, des documents falsifiés sur ta santé. Je pensais sincèrement que tu souffrais. Cela ne justifie rien, mais cela explique comment j'ai été manipulé. Un jour, quand je sortirai d'ici, j'aimerais essayer de me racheter. » J'ai gardé la lettre sans y répondre. Peut-être qu'un jour, lorsque la douleur s'atténuera, j'envisagerai une forme de réconciliation. Mais pas maintenant. Au premier anniversaire de l'incarcération de Rebecca, David m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle surprenante. Andrew, ils ont trouvé 2 autres victimes. Une au Texas, l'autre en Californie. Le FBI enquête sur Rebecca, qui pourrait être la tueuse en série la plus prolifique de ces 20 dernières années. Découvrir que j'avais échappé à une prédatrice qui avait tué au moins 5 personnes avant moi m'a donné une nouvelle perspective sur mon expérience. Je n'ai pas seulement été victime d'une trahison personnelle, j'ai été le seul à réussir à arrêter une machine à tuer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je mène une vie complètement différente. J'ai de nouveaux amis, de nouveaux loisirs, une nouvelle perspective. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang ou de papier signé, mais plutôt les personnes qui se soucient sincèrement de votre bien-être. Jake continue de réparer mes appareils électroniques et refuse toujours d'être payé. David et moi déjeunons ensemble toutes les 2 semaines pour discuter des affaires intéressantes de son cabinet. Sarah est devenue consultante en sécurité personnelle pour les personnes âgées, utilisant mon cas comme étude principale. Et Rebecca? J'ai entendu dire qu'en prison, elle continue d'essayer de manipuler les autres détenus, clamant son innocence et rejetant la faute sur toutes ses victimes. Certaines personnes ne changent jamais. La dernière fois que j'ai sérieusement pensé à elle, c'était lors d'une promenade dans le parc où Sarah m'avait montré les premières preuves. En observant les familles jouer, les couples âgés se promener main dans la main, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Rebecca a essayé de détruire ma capacité à faire confiance, mais elle m'a seulement appris à mieux faire confiance. Je sais désormais identifier la manipulation, reconnaître les signes avant-coureurs, apprécier les relations authentiques. Ironiquement, la femme qui a tenté de me tuer m'a rendu plus vivant que jamais. Michael écrit occasionnellement des lettres de plus en plus lucides à mesure que la thérapie progresse. Peut-être qu'un jour je lui répondrai. Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire une sorte de relation. Mais ce sera à mes conditions, quand je serai prêt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage entre trahison et justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter votre partie préférée de l'histoire. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une issue pour ceux qui gardent la tête froide et agissent avec intelligence. La leçon que j'ai apprise est simple. Les personnes les plus dangereuses sont celles qui parviennent à imiter parfaitement l'amour. Mais le véritable amour ne s'accompagne jamais de tentatives de contrôle, d'isolement ou de changement forcé de personnalité. Rebecca pensait me connaître suffisamment bien pour me détruire. Elle a découvert trop tard qu'un comptable expérimenté conserve toujours des registres détaillés, y compris sur les trahisons. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était en isolement pour avoir tenté d'organiser une évasion. Moi? Eh bien, j'inaugurais le 2e bureau de mon fonds de protection, cette fois à Seattle. La justice, ai-je découvert, ne consiste pas seulement à punir ceux qui commettent des erreurs, mais aussi à utiliser cette expérience pour protéger les autres afin qu'ils ne subissent pas les mêmes souffrances.
You know, you gotta watch out for who you actually sub to, because if you're subbing to an account that's actually connected to another account by a name that is banned, you could potentially get yourself and the streamer banned. Just so you know. Yeah. It has happened before. Emma, thank you for the 1,000 biddies. Just just acknowledge the warning and just talk like a normal person. It's either you go bankrupt over the next 6 months or you just accept the warning. It's a joke. It doesn't mean shit. Sorry, I missed the marble win. I was doing housework. That's all good, Emma. Well, I sent you the game. So. Well, I'm back. I just can't believe that Twitch allowed a name like that. Yeah, I know. That's all good, Emma. Thank Onyx. Onyx is the ones that donate all the games. Hey, Leona, how you doing? Wait, what'll be okay? No, I'll be fine. I'll be fine. Yes, I'll be fine. If it's as... I'm getting all the same ghosts every time, Leona. I'm not even getting any new ghosts tonight, which is kind of annoying. The mods would question it. They wouldn't act on it unless they actually questioned me first. With what? The challenge. I'm not getting any, oh, I'm not getting any of any new ghosts. Like, they're all the same ones I've got in the whole Platinum Challenge already. Just click it. Seriously, click it before it just doesn't work for you and you're stuck that way. Did you click it? I'm glad you acknowledged your wrongdoing. Oh god. Hey Froggy, how you doing, mate? How was your stream? It was fantabulous. Oh, mate, that's fucking awesome. I love to hear that. Hey, Mia, how you doing? This thing's watching the entire thing. It's all good.
Thank you for the hype train, everybody. The 4 subs and the 1,000 biddies. I really appreciate it. Hey, Angel. How you doing, beautiful? Oh. Hey, yo, Froggy, why you licking Angel? Oh, God. Too much fun. Too much fun. I love it. Liberals. God, it did. No, you wouldn't have if you had Dinosaur going off 100% for the video. Oh yeah, I was already back to 5 before she got it undone. No, 5%, that's it. Alright, chat. We gotta go find this ghosty. Well, hey, ghosty, you're a chapel ghost. Ew. No, you're a courtyard ghost. Even ewer. Ewer. It's ewer. It's not just ooh chat, it's ooh. Oh, Joyzy Jodo. He'll know soon. Is that Nemesis Johnny? No, Leona. No, you do not. Simple. No. Welcome in, Nemesis Johnny. How you doing? How you doing? Thank you so much for the follow. Tessa! I can't even walk in. Tessa, how are you, lovely? How was Life is Strange? Macros bleep blop. I hope I said that right. Well, thank you for the follow. I don't know why I didn't try it sooner. Honestly, that's good. I like to hear it. Did you really put a horse on fireworks 30 seconds? Because that's what you ask when someone raids in. The answer is yes, she did do it.
Napoleon note.